Les torches vacillent à l'intérieur de la salle impériale, projetant de longues ombres tremblantes sur des murs de marbre qui ont vu passer des siècles de conquête. L'odeur du vin vous atteint avant même que vous ne le voyiez. Épaisse, sucrée, lourde dans l'air. Des rires résonnent, puis s'éteignent brutalement. Une femme essaie conduite vers l'avant, ses sandales effleurant la pierre dans un frottement presque inaudible. Elle ne crie pas. Pas encore. Son regard est fixé sur l'homme allongé au-dessus d'elle, drapé de pourpre, observant la scène comme si le monde entier n'était qu'un théâtre à son usage personnel. Caligula ne se presse pas. Il l'examine comme un prêtre examine une offrande sacrificielle. Autour d'eux, les sénateurs détournent les yeux. Des maris crispent les poings dans un silence absolu. Personne ne bouge. Personne n'ose. À cet instant précis, une vérité terrifiante s'impose. Il ne s'agit ni de désir, ni de passion. C'est le pouvoir qui s'imprime dans la chair humaine. Si un empereur se croit Dieu, que signifie encore le refus? Et si personne ne l'arrête, qui sera la prochaine offrande? Pour comprendre comment une nuit comme celle-ci a pu exister, il faut revenir à Rome elle-même. Pas la Rome des cartes postales et des arcs de triomphe, mais celle de la hiérarchie, de la peur et de l'obéissance soigneusement mise en scène. Au début du 1er siècle, l'Empire romain est immense, discipliné et profondément inégal. La loi existe, la tradition existe, la morale existe, mais tout s'incline devant une seule vérité. L'empereur se tient au-dessus de tout. Gaius Julius Caesar Germanicus, que l'histoire retiendra sous le nom de Caligula, accède au pouvoir en l'an 37 de notre ère. Il n'a que 24 ans. Aux yeux du peuple, il est un miracle. Le fils adoré de Germanicus. Le jeune prince qui a survécu aux purges, aux trahisons et à la terreur du palais. Le Sénat le loue. La foule l'acclame. Des pièces frappées à son effigie circulent comme des symboles de renouveau. Mais Rome porte en elle une faille mortelle. Son système ne repose pas sur des limites, mais sur la retenue. Il n'existe aucune véritable protection contre un empereur qui refuse de se retenir. Dans la société romaine, les femmes, en particulier celles de l'élite, ne sont pas des individus privés. Leur corps représente des alliances, des lignées, un honneur. L'épouse d'un sénateur n'est pas seulement une femme, elle est le prolongement politique de son mari. La toucher, c'est défier son rang. L'humilier, c'est humilier toute sa lignée. Caligula le comprend parfaitement. Les historiens antiques, comme Suétone et Dion Cassius, peineront plus tard à décrire son règne sans recourir à l'incrédulité. Ils parlent de folie, d'excès et de cruauté. Mais sous leur indignation morale se cache quelque chose de bien plus froid. Caligula ne se contente pas de briser les tabous. Il les vise. Il choisit les frontières les plus sacrées de la vie romaine et les franchit publiquement, délibérément, encore et encore. Pourquoi? Parce que Rome lui a enseigné une leçon fatale. Si le pouvoir naît de la peur et du spectacle, alors la domination doit être visible, totale, indiscutable. Lorsque l'empereur entre dans une pièce, personne ne peut en sortir. Lorsqu'il désire, personne ne peut refuser. Non pas parce que la loi l'exige, mais parce que le silence est devenu une stratégie de survie. Et ce silence va bientôt transformer le palais impérial en quelque chose de bien plus sombre qu'un simple siège du gouvernement. On vous apprend que Rome valorisait la discipline, que ses élites étaient liées par l'honneur, la loi et la vertu ancestrale. Mais sous Caligula, ces idéaux ne sont pas détruits en secret. Ils sont démantelés en public, lentement, méthodiquement, rituellement, sous les yeux de tous. Les banquets impériaux deviennent la scène. Ce ne sont pas de simples festins. Ce sont des mises en scène soigneusement chorégraphiées de domination. Les sénateurs y sont convoqués avec leurs épouses, vêtus de leurs habits les plus raffinés, croyant, espérant encore, que Rome demeure telle qu'ils l'ont connue. La musique s'élève, le vin coule, les rires sont encouragés. Puis, sans avertissement, les règles changent. Caligula se déplace parmi les invités. Son regard ne s'attarde pas sur ses rivaux politiques, mais sur leurs femmes. Il pose des questions qui semblent courtoises, mais étranges comme des lames. Il commente la beauté,
la posture, la jeunesse. Puis, devant tous, il choisit. La femme est conduite à l'écart. Pas traînée, pas hurlante. Ce serait plus simple ainsi. Elle est escortée avec calme, comme si l'on lui accordait un honneur. Son mari reste assis. S'il proteste, il risque plus que le déshonneur. Il risque la mort. S'il se lève, il s'humilie davantage encore. Alors, il demeure immobile, silencieux, regardant son monde s'effondrer battement après battement. Ce n'est pas du désir, c'est du théâtre. En prenant les épouses des sénateurs, Caligula adresse un message plus tranchant que n'importe quelle exécution. Il ne punit pas la déloyauté. Il prouve que la loyauté n'a aucune importance. Les lignées, les mariages, les réputations, tout ce qui définissait autrefois l'aristocratie romaine n'existe plus que par sa permission. On peut imaginer le silence après ces banquets, le retour à pied dans les rues éclairées aux torches, les questions qui ne seront jamais posées. Les enfants qui, plus tard, se demanderont pourquoi leurs parents n'évoquaient jamais certaines nuits. Les sources antiques racontent que Caligula rendait ensuite les femmes à leurs maris, parfois en se vantant de leur comportement, parfois en les tournant en dérision ouvertement. Ce détail est essentiel. La cruauté ne résidait pas seulement dans l'acte, mais dans ce qui suivait. L'humiliation était conçue pour durer, pour s'infiltrer dans les foyers, pour rappeler à chaque homme du Sénat que sa maison ne lui appartenait plus. Pourquoi personne ne résiste? Parce que Rome leur avait déjà appris l'obéissance. Sous Tibère, les sénateurs avaient survécu aux purges, en apprenant quand détourner le regard. Caligula n'a fait qu'exploiter cet instinct de survie. Il comprenait que la peur fonctionne mieux lorsqu'elle paraît normale, lorsqu'elle se dissimule derrière le masque de la cérémonie. Pour les femmes, la violence allait bien au-delà de la violation physique. Leurs corps furent transformés en symboles, en instruments, en preuve vivante que même les espaces les plus intimes de la vie romaine appartenaient désormais à l'empereur. Il n'existait aucun tribunal auquel faire appel, aucune loi à invoquer. L'empereur était là, l'empereur regardait. Et peut-être plus terrifiant encore, les foules continuèrent de revenir. Les banquets se succédaient, les invitations étaient acceptées. Car dans la Rome de Caligula, l'absence elle-même devenait suspecte. Posez-vous maintenant une question inconfortable. Si vous aviez été là, assis parmi l'élite, témoin de cette scène, vous seriez-vous levé? Ou seriez-vous resté assis, vous convainquant que le silence était sagesse, que survivre était une vertu? Rome a choisi le silence. Et Caligula en a tiré une leçon essentielle. Ce qui n'était au départ qu'une humiliation devient peu à peu un rituel. Caligula ne se satisfait plus de la domination privée. Il exige des témoins. Il exige la répétition. Il veut que l'acte lui-même paraisse inévitable, comme s'il faisait partie de l'ordre naturel de Rome. Les banquets du palais se transforment en quelque chose de plus sombre que de simples réunions politiques. Ils deviennent des cérémonies où le pouvoir est répété, confirmé et sacralisé. Il faut imaginer le décor avec précision. Les lampes à huile alignées le long des murs, l'encens brûlant pour masquer l'odeur des corps et du vin. Les musiciens jouant doucement, sans jamais s'arrêter, même lorsque les rires se muent en malaise. Les invités comprennent rapidement que l'inconfort est attendu, le silence récompensé. Caligula est allongé au-dessus d'eux comme un juge. Parfois, il participe. Souvent, il n'intervient pas. Cette distinction est capitale. Lorsqu'il observe au lieu d'agir, le message devient clair. Il ne s'agit pas d'indulgence. Il s'agit d'autorité contemplant son propre reflet. Les femmes ne sont pas convoquées comme des individus, mais comme des offrandes. Leur nom importe non moins que leur statut. L'épouse d'un sénateur, la fille d'un général, une veuve noble, chacune porte un poids symbolique. Leur présence indique quelles familles doivent se souvenir de leur place. L'acte lui-même, que les historiens antiques décrivent avec une retenue calculée, n'est jamais présenté comme une intimité. C'est une exposition, une mise à nu de la dignité, une transformation du corps humain en spectacle. Les hommes présents sont contraints de voir, de mémoriser, d'intégrer la leçon. Dans la religion romaine, le rituel crée la réalité, la répétition donne du sens.
Caligula le comprend instinctivement. En répétant la violence sexuelle dans des cadres formels, il lui retire toute part de chaos et la transforme en structure. Quelque chose d'attendu, quelque chose de banal. On peut se demander pourquoi ces scènes sont tolérées. Pourquoi aucune émeute n'éclate? Pourquoi aucun poignard ne traverse la table du banquet? La réponse tient à la peur, mais aussi au conditionnement. Rome a longtemps associé l'autorité à la performance. Les triomphes exhibirent les ennemis vaincus dans les rues. Les gladiateurs mouraient pour le divertissement public. La justice se rendait dans les amphithéâtres. Caligula n'a fait que rediriger le regard vers l'intérieur. Au lieu de captifs étrangers, ce sont désormais les élites romaines qui deviennent le spectacle. Les femmes endurent bien plus qu'une violation physique. Elles portent la certitude que leur souffrance sert à instruire les autres, que leur douleur est pédagogique, qu'elle sera retenue bien après que les marques visibles auront disparu. Certaines sources suggèrent que Caligula évoquait ensuite ses rencontres avec une désinvolture glaçante, les disséquant comme un critique analyserait une œuvre. Il parlait des corps comme d'objets, des réactions comme de mesures. Le plaisir n'avait aucune importance. Seule comptait la soumission. Et la soumission devient contagieuse. Au fil des mois, la résistance ne disparaît pas, elle se transforme. Les hommes apprennent à anticiper la sélection. Les femmes apprennent à baisser les yeux. Les familles apprennent quelles invitations ne peuvent jamais être refusées. La terreur, autrefois choquante, devient routinière. C'est ainsi que la brutalité survit. Non par une escalade constante, mais par la normalisation. Posez-vous une question dérangeante. À partir de quel moment la violence cesse-t-elle d'être perçue comme violence pour devenir tradition? À quel moment l'horreur se mue-t-elle en coutume simplement parce qu'elle se répète assez longtemps? Caligula a découvert la vérité la plus dangereuse de toutes. Une population n'a pas besoin d'approuver la cruauté. Il lui suffit de l'accepter comme inévitable. Et une fois ce seuil franchi, l'empereur n'a même plus besoin d'ordonner l'obéissance. Le rituel lui-même l'impose. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? À un certain point, l'humiliation ne suffit plus. Le contrôle des corps d'autrui ne satisfait plus la mise en scène que Caligula est en train de construire. Pour aller plus loin, il doit accomplir quelque chose de plus radical que la transgression. Il doit effacer l'idée même qu'il existe des limites. C'est ici que commencent les rumeurs. Les historiens antiques évoquent avec prudence, mais insistance, la relation de Caligula avec ses sœurs, en particulier Drusilla. Ils décrivent une proximité qui alarme Rome, des gestes qui défient les usages, des honneurs qui franchissent la frontière entre la famille et le divin. Que chaque détail soit vrai ou non, importe moins qu'un fait essentiel. Rome croit que cela pourrait l'être. Dans la société romaine, l'inceste n'est pas seulement immoral. Il est une offense contre l'ordre naturel lui-même. Il brise la structure symbolique qui soutient la famille, l'héritage et l'ordre social. Que de telles rumeurs puissent circuler ouvertement à propos d'un empereur sans démenti immédiat révèle quelque chose de profond. Le public n'attend plus de retenue de sa part. Drusilla est élevée au-dessus de toutes les autres. Elle apparaît à ses côtés lors des cérémonies. Après sa mort, Caligula la déclare déesse. Des temples sont érigés. Des serments sont prêtés en son nom. Le deuil devient obligatoire. La frontière entre sœurs, compagnes et figures divines se brouille jusqu'à disparaître. Pourquoi Caligula autoriserait-il ou encouragerait-il même de telles rumeurs? Parce que l'inceste n'est pas le véritable enjeu. La transgression l'est. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? En se plaçant au-delà du tabou le plus universel, Caligula envoie un message plus puissant que n'importe quel édit impérial. Il n'est pas seulement empereur, il n'est pas seulement la loi. Il se situe en dehors de l'ordre naturel lui-même. Ce qui s'applique aux autres ne s'applique pas à lui. Tout est soigneusement mis en scène. La simple suggestion suffit à déstabiliser l'univers moral de Rome. Si l'empereur peut violer la frontière la plus fondamentale et rester intacte, alors aucune frontière n'est réelle. Chaque tradition, chaque protection, chaque règle héritée dépend entièrement de son humeur. Pour les élites, cette prise de conscience est paralysante.
Comment s'opposer à quelqu'un qui ne prétend même plus partager vos valeurs? Comment invoquer la loi lorsque le souverain s'est placé au-dessus d'elle, non seulement politiquement, mais presque cosmologiquement? La peur s'intensifie parce qu'aucune confirmation n'est jamais nécessaire. L'incertitude devient l'arme. Chaque murmure renforce l'idée que Caligula n'est plus tout à fait humain. Rome possède déjà un précédent religieux pour cette transformation. Les empereurs sont honorés, divinisés après leur mort, révérés comme des figures semi-divines. Caligula, lui, abolit l'attente. Il exige l'adoration immédiatement. Il se vêt comme les dieux. Il parle comme les dieux. Il agit comme si la morale n'était qu'une contrainte réservée aux mortels. Les frontières sexuelles, familiales et spirituelles se dissolvent en un seul principe. La proximité avec l'empereur détermine désormais la réalité. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Pour les femmes prises dans l'orbite de Caligula, cet effondrement est catastrophique. Leurs corps ne sont plus régis, ni par la coutume, ni par la parenté. Elles existent à l'intérieur d'un mythe que l'empereur est en train d'écrire en temps réel. Un récit dans lequel lui seul décide de ce qui est sacré et de ce qui est permis. Que les rumeurs soient vraies ou exagérées cesse d'avoir de l'importance. Rome a accepté leur plausibilité. Et, ce faisant, elle a accepté quelque chose de bien plus dangereux. Un pouvoir qui n'est plus limité par l'humain n'a plus besoin de justification. Il lui suffit de la croyance. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? À la dernière année du règne de Caligula, quelque chose d'essentiel a changé. Les actes eux-mêmes ne provoquaient plus le choc. Ce qui terrifie désormais Rome, c'est la faiblesse des réactions. La domination sexuelle a cessé d'être un événement. Elle s'est devenue une infrastructure. Plus besoin de nouveaux décrets. Plus besoin d'annonces publiques. Chacun connaît déjà les règles. Les invitations arrivent sans explication. Les femmes sont préparées sans qu'on leur demande leur avis. Les hommes ajustent leur comportement sans qu'on leur donne d'ordre. La peur a accompli son œuvre avec une telle efficacité que le commandement n'est même plus nécessaire. C'est ainsi que le pouvoir devient invisible. Caligula n'a presque plus besoin d'imposer sa volonté directement. La cour le fait pour lui. Les serviteurs apprennent qui escorter. Les fonctionnaires apprennent qui ignorer. Les familles apprennent quelles questions ne doivent jamais être prononcées. Chaque acte de conformité resserre un peu plus le système, jusqu'à ce que la résistance paraisse non seulement dangereuse, mais inutile. Le silence devient l'ingrédient final. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Les sources antiques mentionnent moins de protestations, non parce que la violence cesse, mais parce que le langage permettant de la nommer disparaît. Quand personne n'ose consigner l'indignation, l'histoire commence à paraître calme. Ordonnée, acceptable. L'absence de témoignage est confondue avec le consentement. Pour les femmes prises dans l'orbite impériale, ce silence est dévastateur. Leur souffrance ne provoque plus de scandale. Elle produit de la routine. Elles ne sont plus des victimes au sens public. Elles deviennent des rouages. Des arrangements discrets, efficaces, sans témoins capables de se souvenir trop précisément. C'est ce qui distingue le système de Caligula d'une simple cruauté. La cruauté a encore besoin de force. Son règne, à ce stade, n'en a plus besoin. Le Sénat continue de se réunir. Les lois sont débattues, les monnaies sont frappées. Rome fonctionne. Et au cœur de cet état fonctionnel, la violence sexuelle a été absorbée par la gouvernance, traitée comme une extension naturelle du privilège impérial. Interrogez-vous sur la nature de la terreur capable de produire un tel résultat. Ce n'est pas la terreur du chaos, mais celle de la prévisibilité. Lorsque chacun sait exactement ce qui se passera s'il résiste, la majorité choisit de ne pas essayer. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? C'est pour cette raison que le règne de Caligula ne s'achève pas par un réveil moral, mais par une conspiration. Ceux qui l'entourent le plus étroitement comprennent quelque chose que le reste de Rome n'a pas encore pleinement saisi. Tant qu'il est en vie, aucune frontière privée ne pourra jamais être restaurée. Aucune famille ne pourra jamais être en sécurité. Aucun silence ne sera jamais suffisant. Lorsque les couteaux frappantent enfin, en janvier de l'an 41 de notre ère, il ne s'agit pas seulement de mettre fin à une vie,
Il s'agit de tenter de détruire un système qui a appris à fonctionner sans ordre. Caligula est assassiné. Mais la peur qu'il a cultivée ne disparaît pas avec lui. Car Rome a appris une leçon dangereuse. Une société peut continuer à fonctionner tout en dévorant silencieusement les siens, tant que chacun accepte de ne pas parler. Et cette leçon ne sera pas oubliée facilement. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Il est tentant d'isoler Caligula, de le qualifier d'anomalie, d'empereur fou, d'accident de l'histoire que l'on peut reléguer aux marges, parmi les anecdotes sensationnalistes. Cette tentation est rassurante, car elle permet de croire que ce qui s'est produit à Rome ne pourrait plus se reproduire ailleurs. Mais dès que l'on élargit le regard au-delà de Rome, le même schéma réapparaît. Sous d'autres noms, d'autres costumes, d'autres siècles. Les élites romaines se percevaient comme civilisées, opposant leur ville de marbre à ce qu'elles appelaient la barbarie. Pourtant, ce qui s'est déroulé sous Caligula trouve des échos troublants ailleurs. Dans l'Empire ottoman, les femmes du palais sont enfermées, leur corps transformé en instruments d'alliance et de succession. Dans la Perse antique, les lignées royales sont protégées par des mariages contrôlés qui effacent toute autonomie individuelle. Dans l'Égypte ancienne, de jeunes filles sont prises, renommées, rituellement dépouillées de leur identité sous le langage du sacré. Culture différente, même mécanisme. Le pouvoir se tourne vers le corps lorsqu'il ne tolère plus l'autonomie. Ce qui rend Caligula révélateur n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais la manière dont cela a été autorisé. Rome ne s'est pas effondrée pendant son règne. Le commerce a continué, les armées ont marché, les tribunaux ont fonctionné. Le système a absorbé l'abus et a poursuivi sa route. C'est là la conséquence la plus dérangeante de toutes. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Lorsque les conjurés passent à l'acte, ils ne se soulèvent pas pour défendre la vertu. Ils agissent parce que l'empereur est devenu imprévisible, même pour ceux qui profitèrent de son pouvoir. Lorsqu'aucune limite n'existe plus, même les alliés deviennent remplaçables. La logique qui justifiait l'abus des autres finit toujours par se retourner vers l'intérieur. Ce schéma se répète sans cesse dans l'histoire. Les dirigeants qui transforment l'intimité en arme politique finissent par perdre toute capacité à distinguer la loyauté de la soumission. Et la soumission, contrairement à la loyauté, s'effondre dès que la peur change de camp. Pour les femmes prises dans ces systèmes, les conséquences sont plus difficiles à retracer. Leurs noms disparaissent. Leurs expériences ne subsistent que sous forme de fragments, filtrés par des sources hostiles ou indifférentes. L'histoire enregistre ce que le pouvoir a fait, rarement ce que cela a coûté de l'endurer. Pourtant, le silence laisse lui aussi des traces, des changements soudains de loi, des successions interrompues, des murmures de scandales sans résolution. On remarque à quel point ces récits s'achèvent souvent sans justice. Caligula meurt, mais ses victimes ne reçoivent aucune réparation. Rome avance, pressée d'oublier. Cet oubli fait partie intégrante du système. La mémoire dérange. L'effacement arrange. Comparez cela au récit moderne. Nous aimons croire que la visibilité empêche la répétition, que l'exposition protège. Mais l'histoire suggère quelque chose de plus inquiétant. Le pouvoir n'a pas besoin du secret pour abuser. Il a seulement besoin de l'apathie, ou de la distraction, ou de la conviction que quelqu'un d'autre interviendra. Alors posez-vous la question. Lorsque les sociétés célèbrent leur réussite, quelles souffrances sont laissées hors du récit? Lorsque des dirigeants sont excusés comme des exceptions, quels comportements deviennent acceptables sous la surface? Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Caligula n'a pas inventé la domination sexuelle comme outil politique. Il a révélé à quel point elle peut être intégrée facilement à la gouvernance lorsque les institutions manquent de courage et que les communautés manquent de voix. Voilà son véritable héritage. Ni la folie, ni l'excès, mais la démonstration. La démonstration de la fragilité de la dignité humaine lorsque le pouvoir cesse d'être tenu responsable. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Lorsque l'histoire évoque des figures comme Caligula, une tentation silencieuse apparaît toujours. Celle de les traiter comme des reliques, des monstres enfermés dans le passé, des preuves rassurantes que l'humanité aurait progressé.
Mais la véritable leçon de son règne n'est pas son extrémisme. C'est la banalité des conditions qui ont rendu son existence possible. Rien dans l'ascension de Caligula n'a exigé le secret. Il ne s'est pas emparé du pouvoir par un coup d'État. Il a hérité d'un système déjà entraîné à obéir. Le Sénat avait appris à survivre sous Tibère en baissant les yeux. Le peuple avait appris le spectacle à travers des générations de violences publiques. L'armée avait appris la loyauté non envers la loi, mais envers l'homme placé au centre. Caligula n'a pas créé cette structure. Il a simplement retiré le masque. L'élément le plus dangereux de son histoire n'est pas la cruauté, mais la permission. Une fois que les institutions communiquent, par le silence, la conformité ou la peur, que certains abus sont intouchables, ces abus se propagent. Ils se déplacent, ils se transforment, et ils trouvent toujours de nouvelles justifications. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Dans la Rome de Caligula, la domination sexuelle fonctionnait parce qu'elle était présentée comme un privilège. Dans d'autres cultures, des actes similaires ont été justifiés comme tradition, religion ou nécessité. Le vocabulaire change. Le résultat, lui, demeure. Vous pouvez en reconnaître les échos aujourd'hui. Des systèmes qui contrôlent les corps au nom de la morale. Des dirigeants protégés par l'idéologie plutôt que par la responsabilité. Des victimes contraintes de calculer si parler leur coûtera plus cher que se taire. Ce ne sont pas des problèmes anciens. Ce sont des schémas récurrents. L'assassinat de Caligula n'a pas démantelé la logique qu'il exploitait. Rome a continué de concentrer le pouvoir. Les empereurs suivants ont continué de tester les limites. La leçon tirée par ses successeurs n'a pas été « ne faites jamais cela », mais faites-le avec plus de prudence. Cachez-le mieux. Justifiez-le avec plus d'élégance. C'est pour cela que se souvenir de ces histoires est essentiel. Non comme spectacle, non comme scandale, mais comme diagnostic. Lorsque le pouvoir traite le corps humain comme un territoire, la violence suit. Lorsque les sociétés récompensent le silence, la souffrance se multiplie. Et lorsque l'histoire réduit les victimes à des rumeurs, le système reste intact. Vous pouvez vous demander quelle responsabilité incombe aux spectateurs. Après tout, vous n'étiez pas à Rome. Vous n'étiez pas à ces banquets. Vous n'avez pas détourné le regard pendant que quelqu'un était conduit hors de la pièce. Mais l'histoire ne demande pas la culpabilité. Elle exige la lucidité. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? L'avenir des atrocités oubliées dépend d'une seule chose, la capacité des sociétés à reconnaître les schémas avant qu'ils ne se figent en tradition, à interroger les systèmes avant qu'ils n'exigent des sacrifices, à se souvenir que la dignité humaine n'est pas protégée par des statues de marbre ni par un langage noble, mais par le refus, exprimé tôt, exprimé ensemble. Caligula se croyait intouchable parce que personne ne contestait les règles qu'il réécrivait. Chaque société rencontre un jour ce moment précis, celui où obéir semble plus sûr que résister. Ce qui la définit alors, ce n'est pas ce que fait le dirigeant, mais ce que tous les autres acceptent. Souhaitez-vous que je continue avec la partie finale? L'histoire de Caligula est souvent racontée comme celle d'un règne de folie, d'excès et de dépravation. Mais une fois le spectacle écarté, elle révèle quelque chose de bien plus dérangeant. Elle montre à quelle vitesse une société peut s'habituer à la cruauté lorsque le pouvoir exige le silence. À quel point les corps humains deviennent des instruments dès lors que la peur remplace la responsabilité. Et comment l'histoire, lorsqu'elle devient trop inconfortable, apprend à détourner le regard. Ces actes n'étaient pas des accidents. Ils n'étaient pas de simples rumeurs nées de l'imagination. Ils étaient des avertissements inscrits dans la vie de personnes dont les noms ont rarement survécu à l'Empire qui les a consumés. S'en souvenir ne consiste pas à condamner le passé. C'est reconnaître les schémas qui continuent de façonner le présent. Si ce récit vous a mis mal à l'aise, ce malaise a une valeur. Il signale que quelque chose mérite d'être interrogé, partagé, examiné. Chaque fois qu'une autorité se présente comme intouchable, chaque fois que le silence est présenté comme sagesse, chaque fois que la souffrance est dissimulée derrière le mot tradition, l'histoire de Caligula cesse d'être ancienne. Sur Ombre des Empires, nous explorons précisément ces zones obscures. Les moments où le pouvoir a tenté d'effacer ses crimes derrière la grandeur, le rituel ou la peur.
Les histoires que l'on préfère oublier sont souvent celles qui éclairent le plus dangereusement notre propre époque. Souhaitez-vous que je continue avec une adaptation du ton pour le format voix off? Ou souhaitez-vous apporter des ajustements avant la suite?